Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré qui n'a pas d'intro depuis de très nombreuses semaines puisque Corentin fait en ce moment complètement un blocage assez incroyable pour qu'on n'ait pas d'intro humoristique. Exactement. Pour que vous ne profitiez pas de nos talents d'écriture, c'est bien dommage. Du coup, on commence tout de suite à vous dire que vous êtes dans un Back Issues, donc votre format préféré de revue de comics, c'est-à-dire que avec l'ami Corentin ici présent, salut Corentin. Ça va là. Nous lisons des comics et après on vous dit ce qu'on en a pensé puisque vous en avez forcément très chouette format de quelque chose à foutre de nos avis, mais grosso modo voilà, ça permet de faire un petit peu le point sur certaines sorties qui sont qui sont sorties du coup et comme ça d'où leur nom. Effectivement, et comme ça on vous dit ce qu'on en a pensé et puis ça permet un petit peu de se tenir au courant de ce qui sort, de ce qui est bien, de ce qui est un peu moins bien, mais en général on est quand même plutôt dans le positivisme à vous conseiller généralement les lectures qu'on a eues, et notamment là parce qu'on est dans un numéro de Back Issues VO, donc on va vraiment s'attarder sur des choses qui sont sorti chez nos très chers éditeurs américains au cours des dernières semaines. Et on vous rappelle que si jamais l'un ou l'autre de ces numéros vous intéresse, vous avez des liens de commande chez nos amis de chez Comics Zone. Comme ça, vous pouvez aider une très chouette boutique indépendante française et nous aider un petit peu par la même occasion. Ceci étant dit, très cher Corentin, on va tout de suite plonger dans le bain en vous parlant de la mini-série anthologique hebdomadaire là, qui est sortie, qui s'appelle Skybound X. Donc 5 numéros publiés pendant 5 semaines pour célébrer en grande pompe les 10 ans d'existence de Skybound, le label de Robert Kirkman qui fait beaucoup de comics et puis qui a commencé à se diversifier en mettant ses billes dans la production de séries télé, de séries animées, de jeux vidéo et de je sais pas des figurines, des paquets de coloriage. Kirkman écrit même des films qui ne sont pas liés à des comics. C'est fou, ça, il va écrire un film sur l'assistant de Dracula. Oui, mais comme Brubaker qui a fait Too Old to Die Young. Tout à fait, oui, mais bon, Kirkman a quand même des BD à vendre aussi, tu vois. C'est ça qui est. C'est plus une sorte de Mark Millar. Brubaker aussi a des BD à vendre. Ah, c'est pas faux ça. C'est con quoi. Oui, je suis con. Tu sais que les scénaristes comme Brian Kevough qui avait fait Under the Dome, les scénaristes de BD parfois écrivent pour d'autres médiums. Et du Lost aussi, il a fait du Lost. Et c'est très bien comme ça. Donc cette anthologie en fait elle se décompose comment ? C'est-à-dire qu'il y avait 5 numéros avec à chaque fois une histoire principale qui s'appelle Rick Grimes 2000, qui est dessinée par Ryan Otley, donc fantastique dessinateur de Invincible, qui est en fait une reprise en fait d'un petit backup qui avait été fait comme sorte de blague à l'époque quand The Walking Dead 75 était sorti. C'est-à-dire qu'à la fin de ce numéro, Rick Grimes était assommé et puis il y avait une page de pub et puis il se retrouvait, du coup il se réveillait et d'un coup la BD passait en couleur et il se retrouvait dans un monde de science-fiction où le temps qui se ressort de son coma en fait la Terre était envahie par des aliens puisque bien entendu des zombies ça ne suffisait pas. Au numéro 76, les gens avaient découvert en fait la même scène, sauf qu'au lieu de se réveiller dans un monde d'extraterrestres et en couleur, il se réveillait bien dans un monde en noir et blanc de The Walking Dead. Donc c'était vraiment une sorte de petite vanne que Robert Kirkman avait fait à l'époque. Et donc on le retrouve sur cette histoire futuriste avec des aliens envahisseurs et ça va l'espace de du coup 5 fois 10 planches ou un peu plus, 5 fois 15 planches, vraiment proposer une histoire complètement débile, tout simplement, hyper généreuse, où on va retrouver les personnages les plus importants dans cet univers complètement bardé qui mélange la guerre des mondes avec The Walking Dead et du Star Wars et plein d'autres trucs de méca, de robots dans tous les sens. C'est hyper foutraque, c'est hyper gore aussi, mais genre encore plus gore que n'a pu l'être Invincible ou The Walking Dead. Et donc en plus de cette histoire principale, chaque numéro va accueillir une courte histoire de généralement 8 planches ou un petit peu plus, alors qui sont soit tirés de séries qui sont déjà publiées chez Skybound, donc par exemple Ultra Mega de James Aaron, par exemple Murder Falcon de Daniel Warren Johnson, mais il y a aussi Manifest Destiny, il y a du Redneck, il y a du il y a des trucs, il y a plein de trucs. Voilà, c'est ça, il y a pas mal. Il y a du Birthright, il y a le Six Sidekicks of Trigger
Trigger Keaton, qui est une des sorties les plus récentes. Donc voilà, il y a autant des titres qui ont vraiment déjà beaucoup de longévité et aussi juste des séries en fait qui viennent de commencer parce que l'anthologie a forcément pour but un petit peu de promouvoir ces nouveaux titres. Et il y a aussi également des premiers extraits de nouvelles choses qui vont arriver. Donc il y a 3 extraits de titres en fait qui font partie du futur label Skybound Comet, qui est le label jeunesse qui doit venir. Donc il y a notamment Tilly Walden qui va faire une histoire sur Clémentine de The Walking Dead, les jeux. Et il y a aussi donc Sea Serpent's Hair, qui est un titre un petit peu de fantasy très marine, une sorte de conte un petit peu comme ça. Et puis il y a aussi le dernier qui est alors c'est le jeune robot adventure, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Petit trou de mémoire, mais tu vas me retrouver ça pendant que je continue de déblatérer. Et donc voilà, et il y a aussi la nouvelle création dont on vous a déjà parlé dans le podcast Front Page de Robert Kirkman et Jason Howard, donc le dessinateur de Big Girls. Et voilà ce titre-là qui... Everyday Hero Machine Boy. Voilà, merci. Everyday Hero Machine Boy. Donc ça, c'est le dernier truc qu'on a. Et le titre de Jason Howard, rappelle-moi aussi, comment ça va ce Code. Nouvelle série de Kirkman et Jason Howard avec des mecs qui ont des orbes et qui font des robots. C'est ça. Et donc c'est quoi? C'est l'acronyme de quoi justement? Code? Oh merde. C'est l'acronyme exactement. Tu vas rire parce que c'est l'acronyme de. Il y a Orb du coup, voilà. Ça c'est sûr. Je sais pas si tu l'as écrit. Defense Engine, non, c'est pas, c'est un truc comme ça. Je crois pas que tu l'as écrit dans la news, mec. Bah si. Mais il me semble pas. Ah si, voilà. Combat Orb Defense Engine. Ouais, c'est ça. C'était le combat qui me manquait. Les appareils de combat de défense avec des orbes. Et alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette anthologie Skybound X, très cher Corentin? Bah écoute, moi j'ai pas tout lu parce que c'est paru assez vite, mine de rien. Je suis déçu. Bah oui, mais il faut préparer d'autres podcasts avec des sorties en VF et tout. Donc bon, la partie Rick Grimes 2000 c'est assez évidemment le meilleur intérêt de ce truc-là. Ouais. Donc c'est complètement bizarre, c'est complètement barré, c'est vraiment une sorte de réponse méta à la noirceur de Walking Dead et au ton très sérieux de Walking Dead, parce que là c'est vraiment genre t'as les personnages que Rick a tués qui reviennent et qui font frère, t'aurais pas dû me tuer et tout, tu vois, en mode genre je l'ai vécu un peu mal et tout, vraiment la con comme ça. T'en as un autre qui apparaissent et qui sont sacrifiés en 2 minutes. Oui, Michonne typiquement elle a une réplique, ce qui est très surprenant parce que je la voyais bien dans un truc de science-fiction comme ça, mais ouais, enfin c'est ouvertement débile, ouvertement bizarre, parodique. Enfin, je pense que c'est un très bon bonus justement. C'est Kirkman qui s'amuse avec cet univers qu'il a créé et détruit pour en fait se dire tout n'est pas si sérieux. Faisons ce petit cadeau aux fans. Otley est très fort et toujours aussi doué pour les scènes de violence. Après ça, c'est même assez hallucinant en fait de le revoir à un tel niveau parce que c'est hyper graphique effectivement, mais c'est même ultra détaillé quand tu vois ce qu'il a fait quand même avec Nick Spencer sur son Spider-Man. Tu disais quand même il est pas au top niveau et là il est du feu de Dieu, je trouve, ce Ryan Otley. Ouais, complètement. De toute façon, oui, on sent que lui aussi il s'amuse et que Kirkman a dû lui dire mets-en partout, t'as le droit, amuse-toi bien. Non, c'est beaucoup trop marrant. Pour les nouveautés, on va dire. C'est dommage que t'aies pas lu les 3 numéros. Ça va venir, t'inquiète pas. Parce que le délire de toute façon, je les verrai en VF. Bah non, c'est un peu ça le problème, c'est qu'effectivement, pour l'instant, les modalités de publication en VF ne sont toujours pas trouvées parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Faire peut-être un mini-album à limite Walking Dead, Rick Grimes 2000 pour toujours miser sur la marque Walking Dead en France, peut-être que ça pourrait être une solution, mais pour l'instant en fait c'était je veux dire, Skybound a annoncé qu'il faisait pas de TPB de cette anthologie et tant qu'ils s'en tiennent à cette décision, grosso modo le fait est que a priori tu ne pourras pas retrouver ceci en VF, donc c'est pour ça vraiment qu'on voulait juste quand même en toucher un mot en VO parce que ça reste un petit événement assez important pour Image Comics et pour le label de Robert Kirkman. D'ailleurs, si vous êtes fan de Invincible, il y a aussi un chapitre consacré à Science Dog dans la BD. Relativement anecdotique celui-là par contre. Moi, c'est le problème, c'est que je pense que tout est un peu anecdotique. Le segment Ultra Méga est pas très intéressant. Il est moins bien dessiné en plus que dans la série. Le Murder Falcon, t'en penses quoi toi? Alors par contre le Murder Falcon je l'ai trop kiffé parce que après c'est parce que Daniel Warren Johnson est un putain de génie, à réussir à mettre de l'émotion en seulement 8 pages, franchement si, parce que moi ça m'a serré la gorge à la fin quoi. Franchement il est trop fort, je sais pas comment il fait mais il est trop fort. Ok, bah écoute, espérons une réédition un jour peut-être avec ce petit bonus. Avec ce petit bonus, ouais, c'est vrai que ça ferait plaisir. Non, vraiment c'est trop bien. Ça raconte juste le passage de comment à un moment dans l'histoire principale en fait Jake et ses potes réussissent à récupérer un instrument de musique et ça fait un lien après avec la fin de la série et non, c'était trop bien. Ok. Donc l'Ultra Mega m'a pas trop séduit, je suis pas encore vraiment saucé pour le Walking Dead de Walden. Ouais.
Bah déjà, je trouve que son style s'épanouit mieux en couleur, que là, effectivement, ça fait très crayonné, c'est très gris. J'ai vu beaucoup de fans, comme la série Walking Dead principale, quoi. Bah ouais, mais c'est aussi en noir et blanc, le trait gris, étant plus léger et tout, ça appellerait plus pour moi à des couleurs, mais bref, peu importe. Bon, c'est pas là, c'est toi qui fais peut-être une projection sur ce que non, je suis une projection par rapport à la couverture, qui est pour moi plus jolie que l'intérieur du bouquin, enfin la couverture du premier volume qui arrive du coup. Donc il y avait eu une erreur au moment de l'annonce quand on avait fait l'article sur comicsblog.fr où on avait dit que ça arrivait cet été, mais en fait non, c'était Newsarama qui s'est dévoré. Oui, c'est l'été prochain. Voilà, donc c'est l'été prochain. Moi, c'est vrai, c'est plus la façon dont on pose l'idée qu'en fait Clémentine n'est pas capable de vivre une vie calme, posée, ordonnée, comme c'était dit à la fin des jeux Telltale, et qu'elle reparte encore à l'aventure. Ça n'arrive pas pour moi encore à justifier la valeur de ce projet. Donc on verra bien plus tard. Après, Everyday Hero Machine Boy, à l'inverse, je suis très séduit. Le petit côté American Manga, Tezuka. C'est très coloré, c'est très le Japon américain de Big Hero 6, on va dire. C'est-à-dire que voilà, c'est une sorte de civilisation qui est vraiment tout agglomérée des clichés que tu vois dans les jeux vidéo et dans les mangas. T'as un petit hommage à Cuphead dans une des premières cases sur un bâtiment. C'est super cool, vraiment, c'est tout ce que j'aime justement dans la BD un peu jeunesse, avec cet atout de science-fiction qui assume ses bonnes références. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai pas encore lu du coup Code. Je pas spécialement envie, j'ai pas vraiment forcément envie. Je suis désolé, et pourtant je kiffe Jason Howard et forcément j'ai des conflits d'intérêts par rapport à Big Girls et tout ça. Mais c'est nul. On le savait en même temps. Ouais, mais même je trouve que Howard est même pas super. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il se donne beaucoup de mal non plus, mais après c'est parce que ça part vraiment d'une idée de chara design qui est éclatée, quoi. Bah ouais. Leurs robots, leurs armures de combat avec des orbes là, et du coup tu vois effectivement ça présente un petit peu le monde et les factions, et chacun des représentants de chaque faction du coup a son représentant qui a son armure de combat équipée d'une orbe, et chaque orbe a ses capacités spéciales et tout ça. Mais c'est trop naze. Alors peut-être que l'histoire, que la série principale aura une histoire qui permettra d'avoir un réel intérêt scénaristique, on va dire, mais juste sur la présentation du pitch et tout ça. Là c'était le pitch au poivron, quoi, tu vois, c'est le truc que tu J'aime veux bien pas, les poivrons, ouais, mais pas moi, donc c'est le truc que tu vois, tu fais bah non, j'achète pas en fait, enfin je suis vraiment déçu pour le coup, surtout que c'est Kirkman qui écrit derrière, quoi, donc non, là pour le coup j'ai vraiment pas trouvé ça fameux. Et par contre c'est vrai que l'autre histoire pour le label comic qui est donc Sea Serpent's Hair, c'est magnifique par contre. Ok. Donc c'est une histoire, ça fait très mythologie, ça embrasse beaucoup un peu le côté très un peu mythologie aquatique que Keisu Dekonu avait pu apporter dans Aquaman, tu sais, avec toutes ces personnalités un peu monstrueuses et tout ça. Il y a un vrai bestiaire, du coup, là aussi, qui est développé en très très peu de temps. Et putain, c'est super beau. Donc, j'avoue que pareil, c'était pas forcément le titre qui m'intéressait le plus quand ils avaient été annoncés. Mais celui-là, je te garantis que quand ça sort, j'irai jeter un œil, et même plutôt deux, parce que vraiment, les quelques planches qui ont été présentées dedans. Après, tu jettes tes deux yeux. Non, rien du tout. Ouais, c'est fatigué. Super drôle. Ouais, vraiment 3 podcasts d'affilée. Vraiment de l'humour, merci, Corentin. C'est sympa. Mais en tout cas, par contre, je t'avoue que est-ce que ça valait le coup de sortir comme ça? Parce que c'est vrai que le problème à la lecture de ces numéros, c'est que bon, l'histoire Grams 2000, elle est vraiment, vraiment fun. Vraiment, tu te marres et tout, c'est très con. Et c'est très beau. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, même pour les titres que tu connais, en fait, t'es un petit peu déçu, franchement, que ça dure aussi peu de temps. Alors, même si Daniel Warren Johnson arrive à faire quelque chose de cool, l'histoire de Six Sidekicks et tout, elle est super marrante aussi. Pour le coup, c'est une bonne petite scénette qui se raccorde bien après au début de l'intrigue. Donc, quelque part, là, je trouve que ça fait pas mal en termes de accroche. T'as kiffé, t'as trouvé ça marrant, vas-y, lis la série principale, tu verras, c'est dans le même ton. Mais pour le reste, en fait, notamment quand c'est du Birthright et du Manifest Destiny, que tu connais absolument pas l'univers ou que t'as jamais lu le truc, très compliqué, je trouve, même si t'as les pages de pub à la fin, de s'intéresser au truc. Donc j'ai quand même l'impression que c'est vraiment une anthologie qui célèbre 10 ans de Skybound, et qui est là vraiment pour les gens qui ont dosé en fait limite tous les titres Skybound pendant ces 10 dernières années. Non, mais faut pas se mentir, Kirkman, c'est même plus vraiment un scénariste aujourd'hui. Parce que je me suis mal exprimé. C'est toujours un scénariste, mais c'est d'abord maintenant un chef d'entreprise. Skybound X, t'y vas parce qu'il y a Rick Grimes 2000 et que t'es fan de Walking Dead et que c'est tellement bizarre comme approche et tellement inattendu qu'en fait t'as envie de voir ce que ça va donner. Et après, le reste, c'est un catalogue de promo. Enfin, c'est aussi bête que ça. Oui, c'est vrai. Et effectivement, le problème, c'est comme tu dis, moi, j'aimerais lire Rick Grimes 2000 en album, pas forcément de me taper Birthright. J'aime pas cette série, par exemple. J'ai pas envie de lire du Birthright.
ultra méga, je trouve que c'est du gâchis. C'est dommage que quand on voit ce que peut faire James Harren avec un numéro entier en termes de décompression, là pour le coup c'est un peu du gâchis à mon sens. Mais ça revient en 2022 du coup, ça c'est cool. Yes. Et voilà, pour moi c'est une façon pour lui grosso modo de juste faire de la publicité aux autres titres, à la fois de revenir sur ce qui a été accompli. C'est bien de mettre Johnson en avant, c'est bien de mettre en avant le Comet et compagnie, mais c'est un travail de promoteur, ni plus ni moins. Et tu viens parce qu'il y a Walking Dead et les sabres laser et la batte laser de Negan et compagnie, t'es content, mais derrière ça, tu t'en fous. Enfin, je pense que tu t'en fous un peu du reste si t'es pas justement mordu, comme tu dis, de Skybound. Voilà. Après, il a le droit de se faire plaisir. Disons que la aussi, portée événementielle de la chose est peut-être pas aussi importante que ce qu'elle aurait pu laisser présager. Non, et puis surtout, moi j'aurais bien aimé, par exemple, je sais que c'est un peu gamin de ma part, mais j'aurais bien aimé un petit bonus sur Invincible, par exemple. Ah, mais quel gamin celui-là alors. Tu vois, merci. Ouais, je sais, je suis un vrai gamin. Mais tu vois, voilà, il y a même d'autres projets qui m'auraient plus intéressé que typiquement le truc qu'il a mis en avant. À mon avis, il faut pas le voir comme un truc qui sera important ni pour Skybound ni pour Robert Kirkman. Faudra juger sur les chiffres de vente. C'est un catalogue de previews, voilà, avec des petites histoires bonus qui sont sympathiques, mais sans plus. Je suis quand même curieux de voir parce qu'ils ont fait pas mal de variantes aussi, du coup, avec chaque fois les dessinateurs des titres qui étaient mis en avant. Ça a quand même pas mal fonctionné aux États-Unis parce que on n'a pas forcément le même rapport à Walking Dead et à Skybound que ici en France, puisque tout ne marche pas forcément bien. Donc, je serais quand même curieux de voir si ça a bien fonctionné aux États-Unis, et je pense que le nom de Kirkman là-bas avec fait sabre plus, laser, oui, forcément. Ouais, peut-être qu'ils ont. C'est sûr qu'en jouant principalement là-dessus, les gens sont allés le faire. En tout cas, voilà. Par contre, en tout cas, les retours, je te dis, il n'y a pas que moi, les retours sur Clementine pour l'instant, en faisant ma petite enquête, il y a quand même peu de gens qui sont méga saucés. Les mecs sont intrigués ou quoi, mais. Planche, frère. Ouais, mais je sais pas. J'attends de voir, j'aurais bien aimé justement du Walking Dead en couleur, entre guillemets. Ça tu l'as changer quoi. Il y a du Walking Dead en couleur. Oui. C'est réédité pas en France. Allez, on continue, Corentin, avec un titre dont tu avais absolument envie de parler, puisque tu cites, c'est quand même ma série préférée de 2021. Je sais un peu ce que c'est. Oh là là, qu'est-ce que j'ai kiffé. C'est un petit peu le parrain des comics. Ça s'appelle Fight Girls de Frank Shaw. Mais oui, mais en fait, Fight Girls, bon là on a fait le tour de ce qui était sorti pour faire le programme de ce podcast. Et c'est vrai que Fight Girls, en fait, quand j'ai vu le truc qui était sorti, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir me moquer d'Arnaud qui aime bien Frank Shaw. Mais en fait, on en a parlé hors micro et il se trouve que t'as aussi trouvé ça super naze. Du coup, je vais pas pouvoir beaucoup en rigoler, c'est dommage. Si, mais vas-y, rigole. En plus, ce qui est ouf, c'est que c'est quand même un premier numéro qui a mis énormément de temps à sortir. Mais oui. Parce que moi, j'avais déjà limite la moitié du numéro complet que j'avais récupéré dans le catalogue de preview de Upshot, donc le label de Highway, que j'avais récupéré à New York en 2019. Donc, c'était un des premiers trucs qui avait été annoncé. Ouais. Même American Ronin a mis hyper longtemps à sortir. Mais ouais, parce que c'était vraiment dans les titres qui se sont lancés assez rapidement au début. Donc de quoi ça parle ? Du coup, c'est dans une société de meufs. Ouais. La régente n'est plus, et donc il faut une compétition en fait pour choisir la nouvelle chef. Et ça se présente un peu comme des épreuves un peu à la Hunger Games, mais plutôt. Un peu. Enfin, beaucoup. C'est complètement Hunger Games. mais avec genre une course, là, c'est une grande course dans un environnement hostile avec des monstres, avec des dinosaures, avec des grosses trums. En bikini. Et voilà, et qui est donné par des athlètes qui, selon les standards du dessin de Frank Shaw, sont à la fois... Alors, c'est pas non plus vulgaire, elles sont pas en bikini, elles sont plus en maillot de volley. C'est ça, ce que j'allais dire. En fait, je trouve ça incroyable que ce numéro sorte au moment où il y a une polémique mondiale sur comment est-ce qu'on oblige les nanas qui font du volley, du beach volley. Mais le truc, c'est que les tenues, mais pour le coup, c'est que ces tenues-là sont quand même plus habillées que celles que portent les vrais beach volleyeuses. Mais ça, si vous avez raté en marge des JO, etc., il y a eu tout un tas de sportives, en fait, d'équipes féminines qui ont dit, mais c'est bizarre que les mecs ils aient droit à un débardeur et un short, alors que nous, on est en culotte avec un soutif, et que ce soit la norme. Et t'as même des fédérations qui ont dit, qui ont proscrit des joueuses de venir sur le terrain habillées, etc. Donc bon, Frank Shaw, voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec. Après, comme dit lui, ça fait 3 ans qu'il est sur cette. Et puis ça fait 10 ans qu'il est sur le stéréotype de la meuf musclée, très en forme, avec des longues jambes interminables. Mais ouais, mais du coup, c'est quand même un rapport physique qui est pas non plus, c'est pas du J. Scott Campbell, tu vois. C'est pas des meufs avec des énormes poitrines et des hanches de fourmis. C'est un autre style de kink, on va dire. Ouais, lui, il a le kink juste des formes. Une meuf très en forme. Ouais, c'est ça. Comme She-Hulk, on va dire, c'est probablement son alpha féminin à lui. Après, je trouve ça quand même rigolo que dans un monde qu'on décrit quand même comme une matriarchie, on dise à les nanas qui veulent accéder au trône, mettez-vous en petite tenue et allez
courir, échapper à des dinosaures et mettez-vous des pains dans la gueule pour devenir reine, c'est complètement débile. Et ouais, alors après il y a un petit discours sur les médias, sur la culture du spectacle comme ça sportif, de la télé-réalité, un petit peu comme Hunger Games, un petit peu aussi comme Running Man, etc. Je trouve ça nul à chier. C'est très mal écrit, c'est très prévisible. C'est un peu cruel parfois quand même. Il y a quand même des personnages qui se font bouffer un peu gratos, quoi. Mais il y a des morts, mais c'est marrant, un truc de ouf. Mais justement, c'est bizarre que le mec ait un kick sur ses personnages féminins, mais qu'il les sacrifie. Ouais, ça fait un peu slasher, tu vois, l'espèce de rencontre entre l'érotisme et la violence ultra gratuite. Après, bon, c'est des dinosaures, donc je donne mon blanc-seing, tu vois, je valide les dinosaures. Ouais, forcément. Mais non, grosso modo, voilà, c'est juste pour dire que ce truc-là qui devait sortir sort. La commu Frank Show est très contente. J'ai vraiment, pas encore une fois, j'ai fait mon enquête. Les gens sont très contents. Il y a vraiment un public pour ce genre de conneries. Et sinon, je pense pas que ce sera le truc qui va vraiment faire l'éloge de Aiwa. Après, il y a moyen d'en faire une série ou un film rigolo, hein, pour le coup. Non, mais je dis pas que ce serait le meilleur truc du monde. Mais tu vois, Hunger Games, ça a fait quoi, 5 films? Et c'était pas beaucoup mieux. Enfin, non, c'est de la merde, non, c'est infernal. Non, il y a des réflexions dans Hunger Games. C'est pas extraordinaire, mais il y a un discours, tu vois, il y a un propos, il y a une esthétique. Tu vois, que là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'esthétique. Il y a une esthétique. Mais elle est particulière. Elle est morphologique, tu vois, il n'y a pas un univers. L'univers, il est nul, quoi, je veux dire. Ah oui, non. C'est le futur, quoi. C'est le futur, il y a des écrans géants partout. Disons que c'est pas très développé. Voilà. Et donc, du coup, malheureusement, comme t'es de mon avis, je peux pas me foutre de ta gueule, mais je trouve quand même, encore une fois, que Frank Show est un peu une arnaque. Mettons-nous en situation. Moi, j'ai trop kiffé. Je comprends pas pourquoi t'aimes pas Fate Girls. Non, mais t'es trop un bon acteur, en fait. Du coup, tu me convaincs pas du tout, là. Non, mais voilà, c'était pour le placer, pour dire que ce projet-là, comme American Ronin, a fini par sortir, a fini par se faire. Pour les fans de Frank Show, pour ces gens qui ont des goûts très précis. Moi j'aime bien Frank Show en général, c'est juste que là effectivement il est pas, mais en fait c'est un bon dessinateur et là il est pas très bon à l'écriture. Même la série avait été déjà en partie sortie parce qu'il y avait une offre de Aiwa pendant la pandémie. Quand ils pouvaient pas sortir leur numéro, ils avaient morcelé, ils faisaient des espèces de chapitres numériques qui avaient un demi-numéro à chaque fois et tout. Donc c'est à peine une surprise en vrai. Par contre oui, si vous aimez les dinosaures, mais c'est tellement bizarre en plus comme truc, tu vois, c'est pour être reine, tu vois. Et pour être reine, il faut savoir gérer la politique, l'économie, le rôle des armées, etc. Non, là, il faut courir vite. Mais après, c'est un peu une nation un peu Amazon aussi, donc il faut que ce soit des guerrières, quoi. Ouais. C'est comme la compétition. Imagine en France, vous êtes. Non, mais c'est comme. Si tu Interville, t'es président de la France. Bon, ça sera peut-être pas plus ridicule comme résultat que ce qu'on a, hein, donc. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, il y en a plein qui n'auraient plus leur chance. Allez, du coup on continue Corentin quand même avec un le pauvre. Ça serait génial. La République, c'est, tu sais, il est face à la vachette, fait la République. Il se fait défoncer la République, c'est moi. Allez, mon Dieu, je veux voir ça, s'il vous plaît. Si vous êtes auteur de fiction. Allez, on continue avec un vrai titre par contre qui t'a fait kiffer, Corentin. Oui, c'est du Grant Morrison et du Michael Ranin, donc grosse réunion de grands talents avec donc Superman and the Authority numéro 1. Oui, qui sera a priori le dernier Grant Morrison avant la retraite, puisque a priori, ouais. Après ça, Morrison va se consacrer à une carrière de scénariste, a priori dans la série télé. Alors il y a eu l'adaptation de Brave New World qui s'est faite récemment, qui est annulée au bout d'une saison. Happy a été annulé aussi, ça sent pas très bon. Mais bon, voilà, c'est le chemin qu'il ou elle a envie d'entretenir maintenant. Donc c'est une sorte de réponse un peu à l'univers actuel, on va dire. C'est-à-dire que on s'est posé la question, est-ce que c'est en canon ou pas? Moi, je pense que non. C'est une sorte de Superman qui, justement, est plus vieux, plus nuancé, beaucoup moins, justement, trop positif. Alors, il me semble quand même, c'est vrai que moi j'ai un peu de retard juste par rapport à ce qu'a fait Superman, enfin à ce qu'a fait Philip Kennedy Johnson sur Superman, mais de mémoire ça se passe quand même, enfin c'est canon, hein, par contre. Il faut juste raccrocher les wagons parce que c'est vrai que Kennedy Johnson, j'avais pas du tout aimé ce qu'il avait fait en Future State, donc j'ai pas forcément trouvé d'intérêt à aller voir. Là faut que justement se mettre sur, il y a le relaunch de Tom Taylor, et justement celui de Tom Taylor c'est sur John Kent, et du coup en parallèle t'as ça qui aborde un autre pan, quoi. Et ça risque d'être aussi assez court. Alors l'écriture est une vraie réponse méta à l'arc scénaristique What's So Funny About Truth, Justice and the American Way de Joe Kelly et Doug Mahnke, un titre qui date de 2001 et qui présentait à l'époque le personnage de Manchester Black, qui est donc en fait une sorte de parodie du héros de The Authority de Warren Ellis,
qui elle-même en fait était une sorte de réponse méta à l'histoire des super-héros chez Wildstorm à ce moment-là. Donc Manchester Black, c'est un personnage qui parle probablement plus à Grant Morrison parce que c'est un anglais énervé, qui ressemble un petit peu à King Mob d'ailleurs des Invisibles, bon, ça, et même à John Constantine évidemment, parce que voilà, c'est un anglais un peu alcoolo, qui n'est pas du tout dans les valeurs morales que défend Superman en général. Quand il est apparu au départ, Black, en fait, il dirigeait une équipe qui s'appelait The Elite, et en fait, dont la particularité était d'être pas être des super-héros, mais des vigilants à pouvoir, et qui, en fait, combattaient les vrais vilains, mais les butaient pour éviter qu'ils ne recommencent. Et le but de What's So Funny About Trouble and McCanway était de dire qu'en fait, le Superman était encore actuel, était encore intéressant, et que sa bonté, sa bienveillance, était encore un truc qu'il fallait suivre, qu'il fallait accompagner, adouber. Alors c'est rigolo, parce que le truc est sorti quelques mois avant le 11 septembre, qui a précipité l'Amérique vers justement un modèle beaucoup plus expéditif, où la torture, où le racisme sociétal, où les lois de sécurité ont été passées de manière assez énervée. Mais du coup, c'est quelque part un peu prophétique de se dire que justement, maintenant que Superman arrive au bout, entre guillemets, de son parcours, Grant Morrison lui met entre les pattes Manchester Black en disant que à deux, entre cette espèce d'avatar de la bonté qui remonte même au rêve américain, entre guillemets, qui était Kennedy, parce que Kennedy est dans le volume, en référence, comme souvent avec l'écriture de Morrison, à la continuité, que Clark Kent a vraiment croisé Kennedy, a vraiment été justement ce héros boy scout qui incarnait les valeurs de ce président qui était universellement apprécié, qui était justement une sorte de lueur d'espoir. C'était un peu ce qu'aurait pu être Macron pendant sa campagne, c'est-à-dire ce côté un petit peu plus jeune, tourné vers l'ouest à l'époque du rideau de fer, qui voulait encourager le progrès, qui voulait aller vers les étoiles, etc. Et l'assassinat de Kennedy est présent. Et on voit une filiation thématique entre justement les Chevaliers de la Table Ronde aussi, dont la quête était de trouver le Graal pour amener la lumière et la vérité sur l'humanité, que Kennedy avait cité lui-même. Dans ce discours, il parlait de Camelot, parce qu'il avait vu le film qui est adapté de la comédie musicale Camelot. Et là, Superman a la Table Ronde chez lui, parce que, évidemment, Superman a croisé les Chevaliers de la Table Ronde, encore une fois le Silver Age, etc. Et Black, qui est anglais d'ailleurs, ça c'est rigolo, lui incarne vraiment ce côté, mais moi je m'en bats les couilles de la justice, je m'en bats les couilles de la vérité. Moi, je suis entre guillemets, une sorte d'antifasciste primaire. C'est-à-dire que Superman incarne aussi, quelque part, le pan républicain de l'Amérique. C'est-à-dire celui qui incarne des valeurs vraiment très anciennes, très naïves, très utopiques, et qui ne correspondent pas à la réalité. Et la rencontre des deux, en fait, donne justement une sorte de petite étincelle, tu vois, de nuances, de réflexion, d'espoir sur qu'est-ce que peut être Superman aujourd'hui, comment est-ce qu'il pourrait évoluer, comment est-ce qu'il pourrait justement être amené à remettre en question ses valeurs à l'aune d'un monde qui change et qui a besoin encore de défenseurs, dans un truc qui est très digéré, très, très déconstruit. Enfin, c'est pas du tout une BD où on va d'un point A à un point B, baston, etc. Là, c'est juste du symbolisme, avec les planches de Khanin qui sont vraiment extraordinaires. Il change de style, justement, il va chercher une approche plus Silver Age, avec un Clark très épais, très massif, face à Kennedy. Après, il refait l'assassinat de Kennedy, avec des espèces de découpages en pellicule de cinéma, en pellicule argentique, pour ensuite finalement accoucher à un combat entre les personnages qui sortent de la Phantom Zone pour affronter Clark une dernière fois. Il faut du temps pour digérer et voir un petit peu où est-ce que Grant Morrison veut aller avec ça, mais pour l'instant je suis super séduit. Je trouve que Khanin et Morrison c'est une alliance merveilleuse, mais c'est un petit peu comme The Green Lantern justement, où on se disait qu'est-ce qui reste à ce scénariste qui a quand même un peu tout vécu chez DC Comics, qui a été là quand il fallait pour donner un nouveau souffle, recréer des liens de correspondance entre le Silver Age, le Bronze Age et l'époque moderne, et qui quelque part est toujours aussi passionné par les super-héros. Et là on voit, moi je sens un petit peu justement comme Superman que Grant Morrison sent que c'est bientôt la fin, que c'est bientôt sa retraite, que ce chemin-là s'arrête, et qu'il faut laisser un leg, en fait, qu'il faut maintenant passer la main. Et avec Black, qui évoque aussi justement le travail qu'a pu faire Grant Morrison sur des héros comme King Mob ou comme John Constantine, qui sont justement des avatars plus contestataires, plus contre-culturels, et beaucoup moins nets en termes de moralité. Il y a une sorte de, je pense, d'œuvre un peu testamentaire, qui à mon avis, par rapport à Superman, hein, je dis bien, par rapport justement à ce que, parce que c'est quand même le premier super-héros de l'histoire, tu vois. Et il a toujours eu ce rôle en fait très américain, pour quelqu'un qui est britannique au départ justement. C'est forcément intéressant à explorer. Mais dans l'ensemble, à mon avis, il y a beaucoup à tirer de tout ce qui est dit en fait dans ce numéro. Il faudrait y réfléchir, il faudrait voir ensuite le numéro 2 et essayer de comprendre un petit peu la mécanique d'ensemble. Mais pour moi, ça me paraît en tout cas beaucoup plus intéressant que simplement une rencontre de deux personnages qui se sont croisés il y a longtemps et tout. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'histoire de Joe Kelly de l'époque, c'était vraiment un coup de semonce énorme. Ça a beaucoup marqué les gens. C'était vraiment un marqueur très net dans l'histoire de Superman sur
pourquoi il fallait pas que ce personnage-là justement renonce à ses valeurs, devienne plus, parce que beaucoup de gens te demandent à Superman qu'il est trop lisse, il est trop parfait, il est trop bien, il est trop bienveillant, c'est trop un boy scout et compagnie, et en fait non, ça a une valeur en fait tout ça, c'est pas juste parce que il arrive pas à se moderniser, c'est qu'en fait il faut pas que ça devienne un anti-héros, c'est-à-dire ça ne doit pas devenir un Batman, ça ne doit pas devenir un mec qui bute, un mec plus gris, un mec plus noir, un mec plus torturé, plus dépressif. C'est un rayon de lumière dans les ténèbres, c'est un symbole d'espoir et tout, et là justement avec ce côté, il n'a plus ses pouvoirs, enfin il les a moins, il a un costume qui est beaucoup plus, enfin qui est beaucoup moins impérial, beaucoup moins glorieux, il fait plus humain, il y a une petite beubare de 3 jours et tout, enfin tu vois, il y a un truc vraiment, je trouve, qui est, à mon avis, c'est la réponse méta de Grant Morrison justement à Joe Kelly à l'époque, 20 ans après. Et j'ai vraiment hâte de voir où ça va pour comprendre un petit peu la direction de l'ensemble. Après, moi, c'était le seul reproche un peu que j'ai fait, c'est que tu as quand même du mal juste à voir qu'est-ce que Morrison veut raconter, quoi. Ouais, après voilà, c'est en tant que placement par rapport à la continuité Infinite Frontier, par rapport au multivers, etc. Je pense que, à mon avis, il faut le déconnecter de tout ça. Je trouve que c'est un peu curieux que ça n'a pas été mis en Black Label. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça aurait pu en plus avoir 3 numéros, parce que 2, du coup, ça risque de faire un peu court. Mais, enfin voilà, moi, je suis quand même très content. Ouais. Et de voir Grant Morrison qui répond à Warren Ellis, parce que The Elite, c'est quand même The Authority, et à Joe Kelly sur des trucs qui, justement, interrogent encore une fois comment les héros ont fini par se moderniser, parce que The Authority... bon là pour le coup je suis pas persuadé, enfin, je crois que quand même Warren Ellis touche de l'argent dessus, donc je sais pas si j'aurais vous conseillé de l'acheter si vous êtes contre le comportement de cet auteur, mais bref ça reste quand même en tout cas très intéressant à lire, et c'était déjà une façon d'interroger toute l'histoire du super-héros ou du comics en général. Et The Elite, qui était déjà aussi une réponse méta à une réponse méta, bah là on arrive à une sorte de 3e niveau de méta où on se demande en fait qu'est-ce qui va rester de Superman maintenant. En tout cas j'ai l'impression que Grant Morrison se pose la question lui-même, donc moi ça me parle de ouf. Et encore une fois, enfin, ce Green Lantern, ce truc-là, etc. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui, je trouve vraiment, a du mal à être mauvais, quoi, simplement. Bah tant mieux ça quand même. Bah oui, non, mais c'est impressionnant. Parce et puis même Ranin, enfin le travail de Ranin est assez exceptionnel encore une fois. Ça, ah oui, non, mais ça. Il s'arrête jamais. Il a jamais dessiné un truc moche, Ranin en vrai. Le seul truc moche qu'il a dessiné, c'est la scène de Boom à la fin de Dark Knight Metal, tu vois. Ça c'était moche. Je me souviens même plus. Quand ils font la teuf dans le manoir Wayne et tout, c'est trop. Ah ouais, mais pour ça après, quand tu dessines, quand t'es aidé par Scott Snyder, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Mec, Scott Snyder, il a dû écrire dessine-moi une scène où ils s'enjaillent, tu vois, il y a la teuf et tout. Il a dû répondre mais non, je vais pas faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Il fait t'inquiète, c'est bien payé, t'inquiète pas, t'auras. Mais ça, c'est un vrai truc. Je pense qu'il y a vraiment des dessinateurs qui des fois se font chier à dessiner des scènes de merde et qui du coup les bâclent un peu. Hein. C'est possible. Après, elle est pas bâclée, mais elle est juste nulle, quoi. Ouais. Mais bon, très bien. Bah voilà, donc ça c'était chez DC Comics et on passe un petit peu du côté de Marvel avant de revenir chez DC en fin de podcast. Il y a la nouvelle série Moon Knight qui est sortie chez Marvel. C'est écrit par Jed MacKay. C'est dessiné par alors c'est pas un nouveau venu complètement, je crois que c'est son premier travail chez... il a fait un peu il y a quelques années, mais je crois que c'est son premier travail chez Marvel. C'est Alessandro Cappuccio, et alors si c'est pas son premier travail, c'est l'un de ses premiers travaux parce qu'il a quand même il a une carrière encore naissante. Donc Moon Knight qu'on avait un petit peu vu dans Age of Khonshu, parce que grosso modo Khonshu avait quand même tenté de prendre le pouvoir sur Terre, donc là il s'est quand même mis un petit peu en retrait de sa divinité qui a été mise au pas, mais il assume toujours son rôle d'être le bras droit, le poing droit de Khonshu, Fist of Khonshu. Donc il est quand même, il reprend vraiment le costume de Mr. Knight qui avait été introduit, alors c'était par Warren Ellis ou par Warren Ellis, ouais, tout à fait. Et repris par Declan Shalvey. Et ensuite repris après par Jeff Lemire et tout ça. Donc il aide sa communauté. Grosso modo, on vient le voir et on lui demande de l'aider, puis après il va péter la gueule à des méchants. Et en même temps, il y a des gens qui sont en train de remettre grosso modo la légitimité de ses actions, même, mais pas forcément genre c'est pas bien ce que tu fais, mais plus en fait t'as perdu. Ce n'est pas la volonté de Khonshu. Voilà, c'est ça. T'as perdu un petit peu le rôle que tu dois faire, et en même temps tu le vois qu'il est toujours en train d'explorer un peu ces troubles du cerveau, puisque voilà, c'est quand même quelqu'un qui souffre d'un trouble des personnalités multiples. Et mais surtout que sa psychologue s'intéresse aussi à un problème un peu particulier, c'est qu'il a été au contact d'une divinité, et ça c'est quand même un problème psychologique encore à part qui vise sur un autre pan. Donc voilà, c'est des axes qui sont plutôt intéressants, je trouve, explorés par Jed MacKay dans un premier numéro qui est quand même très classique dans ce que ça propose, mais par contre vraiment Cappuccio, incroyable. C'est les scènes d'action, notamment de son Moon Knight qui flotte dans les airs, la façon dont justement il utilise la cape pour vraiment faire des croissants de lune et tout ça. Il y a des angles en contre-plongée qui lui donnent vraiment un air ultra menaçant. J'ai trouvé que c'était hyper solide pour un premier numéro, et j'ai vraiment apprécié la lecture, même si je suis conscient que pour l'instant ça demande à confirmer un petit peu l'effort, et j'attends de voir ce que Jed MacKay veut faire.
Et c'est sûr qu'on ira malheureusement peut-être jamais aussi loin que ce qu'avait fait Ellis ou Lemire après, parce que maintenant ils ont posé les bases on a fait les meilleurs runs sur Moon Knight, donc deal with it. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu du Moon Knight en série, donc moi qui suis client de ce personnage-là, je suis content. Est-ce que toi tu es content, Corentin? Bah pas trop. Oh, ouais, pourquoi? Mais parce que... Il va faire le puriste. Oui, parce que c'est pas comme Jeff Lemire. Bon, c'est pas être super... Ça a moins de 10 ans, hein. Ça a même moins de 8 ans. Non, mais oui, c'est ça. C'est pas comme Jeff Lemire, et donc je suis pas content. Mais c'est aussi, c'est vraiment aussi con que ça, en fait. C'est mieux que Max Bemis? Non, c'est pas mieux que Max Bemis. C'était sympathique, Max Bemis, c'était pas... Putain, mais à chaque fois tu me dis que c'était nul et moi je te dis que c'était pas mal, et maintenant que je te dis que c'était mieux que Max Bemis, oui, mais ça, c'était nul mal. en comparaison. C'est le delta que tu fais entre ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après et tout. Oh, il me fatigue. Non, mais en vrai, Jason Aaron, il m'emmerde déjà de base à toujours prendre des trucs que j'aime bien pour les mettre dans sa saga Avengers pourrie, pour ensuite générer des spin-offs qui ont que peu d'intérêt. Enfin, qu'est-ce qu'on te raconte là? C'est quand même assez autocontenu. Mais qu'est-ce qu'on te raconte avec ce personnage-là? C'est-à-dire que Moon Knight, c'est un personnage qui, si tu sais, grosso modo, aller creuser au bon endroit, c'est un des trucs les plus fascinants et les plus bizarres, enfin les plus anormalement compliqués pour un truc de super-héros. Et là, pour le coup, on revient à du mainstream très basique, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est classique, oui. C'est basique, c'est vraiment basique. Enfin, je veux dire, Moon Knight qui ouvre une sorte de succursale d'agence de détective. Ok, youpi, c'est naze, quoi. Ah, mais la mise en scène, elle est cool quand il est justement dans... Capuccio est très fort. Je parle vraiment de l'écriture, il n'y a pas de souci. Capuccio, effectivement, fait du bon mainstream, et j'aimerais bien le voir sur d'autres trucs. D'ailleurs, effectivement, il a bien compris les leçons de Declan Shalvey. Il vient d'arriver, donc... Non, bien sûr. Mais tu vois, ce que tu dis par rapport au côté, il fait la cape en croissant de lune, etc., ça, c'est Shalvey qui l'a inventé. Sur les mires, t'as quand même eu du Stocco, t'as eu des putains de Frank Avila, t'as eu des putains de Greg Smallwood. Et le problème, c'est que moi, si tu veux, je suis un borné. Je pense que le problème, c'est que les personnages de Marvel n'ont pas vocation à s'arrêter. Il y aura toujours d'autres volumes qui chasseront d'autres volumes, etc. Et la difficulté, c'est que Jeff Lemire, il a clos, en fait, la saga de Moon Knight. C'est-à-dire qu'à la fin de la saga de Moon Knight, Khonshu n'existe plus. En fait, on se pose la question, est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que c'est pas juste en fait, depuis le début, l'allégorie de la maladie mentale de Mark Spector, et qu'en fait, à l'origine même de Khonshu, il y a un délire simplement de mec taré qui a cru voir une hallucination, alors que là, c'est admis en fait dans le canon que non, Khonshu existe. Khonshu existe, les Avengers l'ont affronté. C'est un vrai dieu. Ouais. Voilà. Les vampires existent, Mark Spector est conscient d'être schizophrène. Et tout ça, en fait, c'est comme si on disait... depuis le début, mais je sais pas, regarde, c'est comme dans Star Wars quand on dit en fait la force c'est les midi-chloriens, tu vois. Il y a un côté au bout d'un moment, pourquoi vous voulez rationaliser et normaliser un truc qui justement est magique parce que c'est inexplicable, parce que c'est tellement bizarre et tellement unique que ça fait la force de ce personnage-là. Et en fait, là, tel quel, maintenant, c'est quoi Mark Spector? C'est juste un mec qui bastonne des gars dans la rue, qui va chez le psy et qui va affronter d'autres mecs comme lui qui sont fans de Khonshu ou des vampires comme lui. C'est-à-dire, il y a vraiment pour moi une sorte de perte de la magie, quoi. C'est comme si on disait genre Asgard a été créé par je sais pas des scientifiques du futur, et le marteau Mjolnir, en fait il y a aucune magie dedans, c'est juste si tu l'ouvres, il y a des microchips et des fils de fer, etc. Enfin ça n'a aucun intérêt. Alors que justement le truc qui rend pour moi Moon Knight si intéressant, c'est que en fait, comme dans ce qu'avait fait beaucoup plus que Warren Ellis d'ailleurs, le Jeff Lemire, c'était que du début à la fin, tu pouvais te poser la question, est-ce qu'il est vraiment fou en fait? C'est un truc qui est vieux comme le monde dans la fiction des tarés, tu vois, c'est Vol-tu d'un nid de coucou, c'est toutes ces, mais même Total Recall, tu vois, à la fin, t'as toujours la question en mode genre, mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans en fait? Et cette variété d'artistes et compagnie. Alors Capuccio, effectivement, est très fort pour du mainstream, mais pour moi, c'est une erreur en fait de reprendre Moon Knight si vite, même si ça fait quand même quelques années, ou de le reprendre comme ça. Ça fait 3 ans. Il faudrait refaire un Marvel Knights, il faudrait refaire un Vertigo, ou ce que tu veux, il faudrait refaire une branche pour que ces personnages-là puissent évoluer à part de la continuité, qu'il n'ait pas à se soucier de savoir si ce qu'ils font va gêner les grands plans d'ensemble et compagnie. Khonshu, c'est un dieu égyptien à tête d'ibis, de squelette d'ibis même. Comment tu mets ça en relation avec Asgard, avec Galactus et compagnie, en disant que c'est juste une force de plus dans un univers? Ça rend le truc complètement chiant, quoi. Alors que les scènes, justement, à New York, envahies par la poussière du désert et des mecs qui chevauchent des scarabées géants, ça, c'était fun, ça, c'était bien, ça, c'était inventif et tout. Et c'était vraiment un truc que tu pouvais trouver que chez Moon Knight. Alors que là, finalement, ce qu'on lit, là, actuellement, ça pourrait être du Blade, ça pourrait être du Daredevil, ça pourrait être un héros mainstream, urbain, normal. Et du coup... C'est pas une mauvaise série pour autant. Du coup, tu m'as convaincu, c'était nul. Mais après, tu vois, c'est en tant que produit mainstream, c'est plutôt une bonne série. C'est un bon démarrage. Je me suis pas emmerdé. Il n'y a pas de défaut majeur. C'est sympathique. Mais pour moi, ça gâche en fait la qualité essentielle d'un personnage qui a plus que ça à dire.
Et donc pour ça, je pense pas que je lirai la suite parce que Daredevil de Zdarsky me convient très bien déjà en tant que héros urbain qui pète des gueules, et il y a d'autres personnages plus intéressants que ça à suivre pour ce pan-là, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. Du coup, je vais arrêter ce podcast parce que tu m'as déprimé, voilà. Je suis désolé. Moi, je trouve ça pas trop mal encore, mais effectivement, vu ton argumentaire, effectivement, c'est de la merde. Encore une fois, c'est un comparatif, tu vois. C'est comme faire du Daredevil après Bendis Brubaker. C'est possible. Mark Waid l'a prouvé. Et Zdarsky, quelque part, l'a prouvé. Mais tu vois, Zdarsky, justement, moi, j'arrive pas à totalement m'emballer parce que je me dis, ouais, mais en fait, là, tu refais ce qu'on a déjà fait avant. Ce qui est déjà mieux que de faire un truc totalement différent. Il faut penser aussi qu'il y a plein de gens qui arrivent et qui n'ont pas encore lu les précédents volumes et qui, du coup, doivent aussi mettre le pied à l'étrier avec quelque chose. Et puis, il faut se dire aussi que Marvel n'a pas le choix parce qu'il faut faire du Moon Knight, attendu que la série Disney Plus va arriver et qu'on va pas y échapper. Après, si Marvel avait un Black Label ou une équivalence qui permettrait de faire des projets vraiment très particuliers et bizarres, je sais pas, genre, tu pourrais imaginer une sorte... qui refasse Marvel Knights, et puis c'est tout. Hein. Tout à fait, mais tu pourrais imaginer une sorte, par exemple, de Wonder Woman de Azzarello et Chiang avec Moon Knight, où juste il passe dans le panthéon mythologique et qui n'ait rien à voir avec la Terre, qui n'a rien à voir avec les rues, etc. Parce qu'en fait, Moon Knight, quelque part, c'est déjà une pièce rajoutée par rapport à tout ça. Par rapport à Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, le Punisher, etc. Il y a déjà suffisamment de héros qui sont au niveau urbain. Lui, ce qu'il apporte d'intéressant, c'est que là, ça se voit, hein. Dans le numéro là, il rappelle l'origine un petit peu fantastique, puisque Moon Knight apparaît dans le Werewolf by Night. Là, il y a des vampires, il y a des loups-garous, enfin plus ou moins. Donc il reconnaît ce côté un petit peu horreur des débuts, ce côté fantastique, horreur des 70 et compagnie. Ouais. Donc ça, c'est pas inintéressant. Mais ce qui a été fait depuis, en fait, moi, surplombe tout ça. C'est comme si on voulait revenir au Daredevil de Bill Everett et de Kirby, etc., en disant, maintenant, c'est juste un héros aveugle, sympa, qui rigole et tout, en oubliant tout le côté dramatique, dépressif, le combat avec le Kingpin et tout, tu vois, non, on s'en branle de ça, c'est pas ça qui est intéressant chez Daredevil. Voilà. Ok, très bien. Bon, merci de m'avoir écouté. Non, du coup, les gens se feront leur propre avis, ils pourront mettre Team Corentin très certainement dans les hashtags en réponse à ce podcast. Je ne compte pas avoir énormément de soutien de la part de nos auditeurs et nos auditrices pour cette fois-ci, mais ce n'est pas grave. Il y a peut-être des gens qui s'en branlent de Moon Knight et qui juste disent, moi je suis Carnot, ce sera pas comme série. Voilà, très bien. Allez, on termine ce podcast VO avec le dernier numéro. Justement, tu parlais de Black Label ou de trucs hors continuité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Suicide Squad, Get Joker. T'as pas oublié Amazing Fantasy? Non, oui, tout à fait. Du coup, on termine pas du tout. Et on continue chez Marvel. Mais en plus, c'est cool parce que ce numéro est incroyable avec Amazing Fantasy, effectivement. Donc, le premier numéro d'un titre qui est écrit et dessiné par Carrie Andrews et qui nous emmène en fait, avec différentes versions de personnages Marvel tirés de différents points de continuité. Donc, il y a le Captain America du Golden Age, la Black Widow à l'époque où elle était en formation à la Red Room et le Spider-Man des débuts des années 60. Qui tous les trois vont se retrouver téléportés dans un endroit un peu mystérieux, très Savage Land, très avec des peuplades en costume, on va dire de barbares, ouais, avec des animaux fantastiques, mais pas les trucs nuls de Harry Potter, avec des manticores, ce genre de choses. Et la particularité, c'est que Carrie Andrews fait une performance assez incroyable, c'est que pour chaque personnage, du coup, il va changer radicalement de style, vraiment des styles très différents, en reprenant d'un côté vraiment le côté un petit peu comics du Golden Age, tout simplement, les comics un peu d'époque. Pareil pour le passage au départ, tu sais, de Spider-Man, où ça reprend vraiment complètement l'époque de Kirby Ditko, de Stanley Ditko, notamment dans les dialogues, dans la façon dont c'est écrit, et avec les bulles de pensée. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, enfin, il se réinvente complètement sur chacun des segments, et c'est beau à en crever à chaque fois. Alors c'est un peu foutraque parce que t'arrives pas trop à voir. Alors t'as une petite révélation de fin qui t'en dit un peu plus sur ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est pour l'instant assez encore vraiment très, très nébuleux, et c'est très bien aussi parce que comme ça on veut savoir un petit peu ce qui va se passer. Mais enfin moi je trouve ça vraiment super intéressant comme approche. On voit pas beaucoup ça non plus chez Marvel. Pareil, ça mériterait d'avoir un label spécial limite pour ce genre de petites prises hors continuité, et surtout que Andrews là il est complètement ouf quoi. Carrément. Je t'avoue que ces derniers temps quand même Marvel, ils ont eu le bêta rebuild de Daniel Warren Johnson, là ils ont ce Amazing Fantasy de Carrie Andrews, ils ont des artistes qui sont complètement en feu. C'est trop bien. Carrément. Mais en plus, ça serait rigolo, c'est vraiment au sein d'un même numéro, toutes les variétés, comme tu dis, même au sein de l'histoire de Captain America, quand il est sur le Destroyer au début, avec les soldats et tout, façon
les comics de la grande époque et tous les comics de guerre, c'est déjà dessiné différemment quand il arrive sur la plage, tu vois. Après, c'est plus coloré, les structures sont plus nettes et tout. Ce mec, c'est un génie du crayon, tout simplement. Et c'est fascinant de voir justement quand il avait commencé chez Marvel avec Iron Fist, avec tous ces projets-là où il avait déjà un style qui est plus Renato Jones en fait. Qu'après, il a perdu pour Erratic, que là, il repère pour faire encore autre chose. Le segment Black Widow dans la Red Room, comme tu dis, mais c'est incroyable. Enfin, c'est de la peinture numérique de très haut niveau. Les décalages de couleurs et tout. Alors, tu vois quand même une ligne qui fédère plus la partie sur l'île. Enfin, sur l'île ou sur les îles, dans ce monde de fantasy. Alors, Amazing Fantasy, c'est une série qui est très importante pour Marvel, puisque c'est une série des débuts, un peu comme Tales to Astonish et tous ces machins-là, qui était plus une sorte de série un peu anthologique, et c'est là qu'est apparu Spider-Man, effectivement, donc c'est un sens de le voir là au début, dans Amazing Fantasy 15. Et il a pris, entre guillemets, au premier degré, ce principe-là, puisque ça rend hommage au Jungle Comics, ça rend hommage justement à la fois aux comics de fantasy, à la Barbare, à la Conan et compagnie, qui est aussi un produit Marvel quelque part. Et parce que les comics il ressemble beaucoup, t'as Captain America qui ressemble à un moment beaucoup à Conan. Avec la hache, la beubare et tout, complètement. C'est clairement un Conan, old Conan. Et avec ça aussi un petit côté... Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, donc je disais un petit côté Conan, enfin un barbare, et un petit côté justement la fantaisie insulaire, on va dire, avec toutes ces BD un petit peu plus rétro. Tu sais, c'est comme le début de The Losers. C'est l'île mystérieuse un peu. Ou la Suicide Squad aussi, qui a commencé comme ça, avec des soldats sur une île et tout, voilà, avec des dinosaures géants, etc. Donc c'est tout un pan de l'imaginaire comics qui fédère en prenant des super-héros, qui vont très vite perdre leurs atouts envers de super-héros pour être intégrés à ce monde-là. C'est en 5 numéros. Donc c'est un produit, comme Beta Ray Bill, c'est un produit qui va être de courte durée par un artiste déjà légendaire. Moi je suis super content pour l'instant, mais pas que graphiquement, je trouve que c'est vraiment un projet intelligent en fait, justement pour comment varier un petit peu le ton, comment s'approprier des héros en les décalant de leur univers. Effectivement, scénaristiquement, pour l'instant, c'est un peu branli-branlo. Enfin, c'est compliqué de s'y retrouver, mais c'est une porte ouverte. Et juste tout ce que fait Kerry Andrews est extraordinaire. C'est un peu triste de le retrouver chez Marvel, parce qu'on sait que s'il retourne chez Marvel, c'est aussi parce que Renato a pas marché comme il voulait. Mais à côté de ça, il continue Erratic. Enfin, il a fait Erratic chez Eiwa. Chez Eiwa, oui. Et donc déjà son Spider-Man à lui, et en plus là quand tu vois son Spider-Man, enfin t'es juste beaucoup trop fan, le mec mériterait une ongoing Spider-Man, quoi. Enfin il est génial. Et puis ouais, à côté de ça, avec Beta Ray Bill, et avec ça effectivement tu te dis que les très bons artistes qui vont compter plus tard en fait ont déjà droit à ces espèces de petites soupapes de respiration. C'est-à-dire qu'ils sont pas intégrés à une grande trame, on leur fout la paix, on sait ce qu'ils amènent de bien sur la table, c'est-à-dire un graphisme extraordinaire et une inventivité folle qui joue beaucoup avec des codes d'autres BD que des super-héros. Et bah tout marche bien, quoi. Enfin, moi je suis très content de revoir mon petit... un carton plein là-dessus, là, Amazing Fantasy, vraiment, allez le lire si jamais vous étiez passé à côté, parce que c'est vraiment du feu de Dieu, on vous le recommande vraiment. Et donc, cette fois-ci, on termine vraiment avec Suicide Squad Get Joker de Brian Azzarello, donc définitivement bien abonné au DC Black Label, puisqu'on lui devait Batman Damned aussi, le one-shot Birds of Prey, et dessiné par Alex Maliv, qui fait une petite... escapade. Là il est plus avec Brian Bendis pour l'instant, donc il se fait un petit segment avec Azzarello, donc avec une version de la Suicide Squad qui cette fois-ci dans laquelle Jason Todd va être recruté après avoir été mis sous les barreaux de la prison de Bel Rêve, et Amanda Waller recrute donc Jason Todd avec une équipe composée comme toute équipe de la Suicide Squad de vilains plus ou moins secondaires, même s'il y a quand même Harley Quinn cette fois-ci. Toujours c'est dans le contrat maintenant. Ouais, c'est peut-être un peu ça. Et donc la mission cette fois-ci, c'est d'aller tuer le Joker, et forcément de mettre Jason Todd là-dedans, c'est particulier, puisque Jason Todd, c'est notoirement connu, a été assassiné par le Joker dans A Death in the Family. Sachant que ça, c'est déjà pas forcément très inédit comme plot, puisque c'était déjà le cas de... Rappelle-toi, à l'époque où Snyder faisait les tie-ins pour toutes ces putains d'histoires sur Batman, t'avais Death of the Family, où justement la SS, qui était illustrée à l'époque par ce gros nul qui avait fait un très mauvais run de la SS, allait justement... Alors Harley s'enfuyait, parce que du coup le Joker réapparaissait après avoir été défiguré dans le Batman de Daniel, et Harley s'enfuyait de la SS pour aller trouver et tuer le Joker. C'était hyper violent ce tie-in. C'est ça, exactement. Il se mettait des pains dans la gueule pendant 20 pages, et c'était ultra tout à fait, violent. C'était ultra bourrin, ultra bouffe, il n'y avait aucune réflexion, enfin c'était vraiment pas bien. Non, c'était même dérangeant en fait de voir la façon, c'était vraiment bizarre ce numéro. Que là pour le coup vraiment, alors j'ai pas lu les Birds of Prey encore, mais je trouve qu'on est face peut-être à un des meilleurs Azzarello en canon depuis assez longtemps. C'est-à-dire que c'est très carré, c'est très bien foutu, c'est très bien écrit, c'est-à-dire que ça ne
c'est pas beauf, c'est pas vulgaire, ça cherche en fait c'est assez, une économie de moyens dans les dialogues qui est très appréciable. La narration de Jason Todd, tu vois, qui résume sa situation. Et vous savez que moi, c'est un personnage que je déteste parce que je trouve que c'est un one-trick pony, comme on dit en anglais. C'est grosso modo, ok, il est mort une fois et donc ça va être toute sa vie, il va être là en mode genre, Joker il m'a tué, etc. Ce que Geoff Johns a très bien montré dans Three Jokers. C'est-à-dire que dans Three Jokers, il est nul ce personnage, il est juste défini par le fait qu'il a été buté et que depuis, il chiale, quoi, grosso modo. Que là, pour le coup, on le rend beaucoup plus efficace, inquiétant, au sens où il est en paix. Enfin, il est en paix. À la fois, il est en paix et à la fois, il est un petit peu encore en colère de sa situation. Il n'aime pas qu'on lui rappelle quand même qu'il se fait buter. Hein. Mais là, il y a un côté, c'est un peu un professionnel. Tu vois, c'est-à-dire que grosso modo, la vision qu'il pose sur le monde, c'est en mode, voilà, ça m'est arrivé et toute ma vie, je vais, entre guillemets, être défini par ça, mais je reste quand même Batman, je reste quand même le fils de Batman, je reste quand même un mec qui sait défourailler des gueules et qui n'oublie pas où est ma mission. Même, tu vois, l'intro qu'il fait au début rappelle le contexte éditorial de sa disparition, parce qu'il dit c'est trop cool, j'étais Robin, j'avais un père stylé, j'avais une mère stylée en parlant d'Alfred, et qu'est-ce qui pouvait aller mal? Et il répond moi, parce que même si moi j'étais Robin, j'étais pas le premier Robin, et beaucoup de gens n'aimaient pas ça. Tu vois, en faisant référence au vote populaire qui avait été organisé à l'époque pour le faire éliminer. Après, c'est beaucoup aidé par la mise en scène d'Alex Maliff, qui justement, pareil, donne un côté très cadré, très pro, pas très lisse, mais comment dire, très ordonné à tout ça, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une BD qui cherche la beaufrie, qui cherche l'effet de style. C'est une BD de commando, en fait, simplement. Et du coup, il y a un côté, un peu garcéniste, tu vois, dans l'écriture d'Azzarello, qui justement fait de ce personnage-là une sorte de soldat, grimaçant, qui a pas des grandes saillies, des grandes tournures, qui fait pas de blagues, et qui dit pas je vais vous repeindre le cul comme dans Three Jokers, là. C'est vraiment bien, c'est bien foutu, quoi. Après, il fait quand même, il fait une réinvention un peu du personnage de Mad Dog, ou de Wild Dog, là, Vigilante, il en fait un maga de ouf, et les créateurs du personnage n'ont pas du tout apprécié. Ils avaient publié sur leurs réseaux sociaux un gros fuck you à Azzarello, quoi, grosso modo. Alors que bon, c'est le principe les personnages que tu crées pour des compagnies peuvent être réinventés et réécrits par leurs auteurs. Puis là, tu sens justement, comme c'est une série de commandos, entre guillemets, il fallait qu'il y ait un facho dans l'équipe. Enfin, un facho, c'est un mec qui dit grosso modo que la cancel culture c'est mal et qu'on peut plus rien dire. Donc aujourd'hui, ça représente quand même 50% de la population, ou au moins. et du coup, c'est plutôt bienvenu, effectivement. J'aime beaucoup sa Harley aussi. C'est-à-dire que Azzarello fait pas trop de vannes. Ouais. Mais voilà, c'est comme pour Jason Todd, en fait. Il en fait un truc qui est vraiment en mode, ces personnages-là, ils ont du vécu, et ils ont une sorte... Ils étaient dans une relation abusive. Voilà, exactement. Et puis ils ont une forme de noblesse qu'ils ont tiré leur traumatisme les uns et les autres. C'est pas des grands bavards, c'est pas des grands blagueurs. Et même Harley, justement, sort pas de blagues. Elle est très sérieuse, elle est vengeresse, elle a ce côté inquiétante, elle a ce côté, moi le flingue, je sais comment ça marche et compagnie. C'est pas du tout une petite fille en détresse, c'est pas du tout une excentrique, c'est même pas une clown, en vrai, elle a plus rien à voir avec la Harley de Paul Dini. C'est vraiment un personnage qui est serious business, et toute la série est serious business. Même Waller, tu vois. C'est presque terre à terre, en fait, comme approche complètement. De cette partie de l'univers d'ici. Et tu vois, justement, quand Waller elle arrive, tu sais, Waller, généralement, quand elle arrive, il faut te montrer que c'est une salope, que c'est une nana qui est très méchante, très cruelle, tu vois, il faut te dire, cette nana, elle va pas hésiter et tout, et des fois, souvent, c'est des gros sabots, en mode genre, elle exécute un mec juste pour prouver que c'est la méchante et compagnie. Là, non, Waller, elle arrive, elle le recrute, il y a ce côté un peu manipulation, etc., mais même comment elle est dessinée, elle est pas dessinée de manière méchante, elle a pas des expressions de, je suis méchante et tout. T'as une référence au fait qu'elle est beaucoup maigrie au fil des années chez DC Comics, quand Harley lui dit que c'est une ancienne nana qui était enveloppée et que du coup maintenant elle a des complexes par rapport à ça et tout, ce qui renvoie aussi au côté Harley était une psy, etc. Donc non, mais dans l'ensemble, c'est comme tu dis, c'est terre à terre, c'est réaliste. Le Toyman qui est vraiment décrit comme un gros pédophile et qui limite du coup insupporte toute l'équipe en mode toi t'es un pervers et tout. Le Joker qui par son absence est très inquiétant. Et il y a aussi un propos là, pour le coup c'est là que ça tire un peu plus sur la série B. Une sorte de discours anti-Poutine où on dit qu'en fait les Russes financent des super vilain. Comme Poutine finance des dictateurs à l'Est. Ah non, pas du tout. C'est complètement une allégorie de la façon dont la Russe manipule les réseaux sociaux. Ah, tu l'as pris en mode Trump, toi? Ah, complètement. Okay, non, c'est sûr, parce qu'en fait, la façon dont en fait on dit, grosso modo, la Russie finance le Joker pour juste qu'il fasse ce qu'il fait, c'est-à-dire apporter le chaos, c'est complètement l'allégorie des ingérences russes sur les réseaux sociaux pour apporter le chaos, l'élection de Trump. Hein, c'est complètement ça. Enfin, à mon sens, c'est complètement ça. Hein. Non, parce que comme ça fait référence à Death in the Family, où tu sais, le Joker en fait essayait de vendre des armes aux Saoudiens, je crois, enfin aux Iraniens, etc. Moi, je l'ai plus pris en mode genre réponse métapolitique, mais t'as probablement raison. Du coup, effectivement, mais ça pour le coup, c'est pareil, c'est plutôt bien foutu. Mais dans l'ensemble, et puis voilà, Alex Maliff, c'est une brute épaisse, quoi. La colo est bien.
les postures, les nouveaux personnages qui sont introduits ont un design qui est sans être ridicule, parce que souvent, c'est le jeu de la SS aussi, t'as beaucoup de personnages qui sont volontairement ridicules. Là, on retombe plus dans du Ostrander, c'est-à-dire qu'ils ont des designs très affirmés, mais ils sont crédibles sur le terrain, tu vois. Et puis il y a des parce que c'est des vrais agents de terrain en fait. Voilà, c'est pas juste des gus en costume qu'on a recrutés de force. Là, c'est vraiment des gars qui sont là pour faire une task force. Ouais, complètement. Une task force X. Mais du coup, non, moi je suis très content de ce premier numéro. Je suis agréablement surpris de voir Azzarello se contenir comme ça, parce que Damned, c'était beaucoup plus. C'était pas ouf. Ouais. C'était plus bordélique, c'était n'importe quoi, être quelqu'un qui faisait du rap et tout. Enfin, il y avait vraiment des idées à la con qu'il avait eues, alors que là, on retombe plus dans une écriture à la Luthor. C'est-à-dire que tout est bien, tout est propre. Tout est assez léché, il n'y a pas vraiment ce côté je vais en foutre partout parce que je suis Azzarello et je suis un grand gamin, une grande gueule, etc. Donc ouais, moi je suis vraiment séduit. C'est 3 numéros. Ouais, je crois. Je suis assez content, j'ai hâte que ça sorte en VF pour le coup, parce que l'ASS c'est une équipe qui a vraiment... Enfin c'est en dents de scie, hein, grosso modo, t'as le truc avec Juan Ferreira, t'as le truc avec Tom Taylor. À part ça, depuis 15 ans, on peut pas dire que c'est vraiment brillé. Donc là, pour le coup, je suis vraiment content de voir un mec qui prend ça au sérieux, qui se dit comment faire du commando avec des super-héros. En faisant du commando avec des super-héros, simplement, sans faire un truc de résurrection, sans mettre des grosses menaces cosmiques bizarres, etc. Ils vont traquer le Joker. Le Joker, c'est un personnage qui... Tu vois, c'est comme ce dessin animé très cool, là, Assault on Arkham. Tu vois, pareil, ils allaient encore une fois traquer le Joker, et c'est vrai que c'est un bon vilain pour une équipe pareille, parce que il y a toujours Harley, et du coup, des relations personnelles qui se créent. Jason Todd, c'est plutôt intelligent. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va les faire se confronter. Si on va tomber dans le misérabilisme ou pas, parce que c'est une pente glissante en général. Mais je te dis, même voilà, ce Red Hood qui est taiseux, violent, survivant, etc. Moi, il me plaît de ouf, quoi. Enfin, vraiment, c'est de la bonne BD, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était très bonne lecture. De toute façon, voilà. Donc, merci le Black Label, quand même. Hein. Qui fait quand même des bonnes choses, hein. Franchement. Il y a pas, au final, à part Superman Year One, qu'est-ce qui t'a jeté du Black Label? Dame, on peut. Dame, c'est vrai que c'était quand même sans le jeter, on peut, tu vois, on peut genre faire le geste. On peut le mettre de côté. C'est vrai que 3-4 mètres, le truc, c'est qu'avec le recul maintenant, c'est vrai que quand tu regardes ce qui a pu sortir en 30, quand tu compares à un Dead Earth, à Killer Smile, à The Other History of the DC Universe, même là avec ces The Nice House on the Lake, tous les Tom King, les Tom King aussi, à part Batcat qui est un peu moins bien, mais quand même sympa. Ouais, mais qui devrait pas être en Black Label de toute façon, celle-là. C'était une fin de run à la base, quoi. C'était pas, ça aurait pas non, mais dans ça. l'ensemble, c'est vrai qu'ils ont bien compris l'intérêt de ce truc-là, quoi. Une poche hauteur, en fait, simplement. Et même si c'est un peu du Batman, c'est aussi un peu décalé. Non, moi, je suis assez content. Et je trouve que ça accompagne bien, quelque part, le film, qui est plus rigolo, évidemment. Beaucoup mais plus, qui est quand même plus un film tactique, justement, en mode commando, etc. C'est vrai que ça oui, c'est vrai que voilà, c'est plus comme le film dans l'héritage de Ostrander que... The New 52. Complètement. Très bien. Écoutez, sur ces bonnes paroles, on va conclure ce podcast de Back Issues VO. On vous l'a dit, pour le mois d'août, là, on essaye de rattraper pas mal de retard et de vous parler juste de comics. Et puis on en profite, vu que tout le monde est en vacances, en fait, on va laisser nos invités, tous les gens qu'on a sur notre liste d'invités, on les laisse se reposer pour après entamer la rentrée avec plein de monde. En tout cas, on espère que ces émissions, ça vous plaît. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu. Si vous comptez lire quelque chose après nous avoir écouté, n'hésitez pas à nous le faire, à en discuter, tout simplement, à prolonger la discussion sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et on vous rappelle que pour aider notre podcast au maximum, il faut partager les podcasts. Tout simplement, c'est facile à faire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et à terme, ça nous permettra de devenir les rois du monde. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!